Alors avant Le Monde de Lucrèce, effectivement, comme tu le dis, les romans étaient j'allais dire, plus graves peut-être. Toujours très drôle, c'est vraiment la signature de Anne. C'est-à-dire qu'on est dans des situations dramatiques et il y a toujours le petit mot, le regard de l'enfant qui fait qu'on fait un pas de côté et qu'elle peut parler des situations les plus dramatiques. Alors, le premier livre, donc, peut-être avant de rentrer dans les livres, je voulais savoir effectivement comment tu t'es mis à écrire, puisqu'il y a eu cet événement. Vas-y d'ailleurs, peut-être. En fait, j'ai perdu mon père en novembre 77, j'avais 9 ans. Et très vite, j'ai réalisé que pour entendre sa voix, il faudrait que je tourne les pages d'un livre, qui désormais ne me parlerait plus qu'en bulles et dans des cases, enfermé dans des cases, et ces mots étaient enfermés dans des bulles. Donc je me suis habituée à le créer, à le recréer en lisant ces bandes dessinées, en les relisant. Et avec une imagination enfantine assez développée, je me suis dit que peut-être si pour moi ça marchait comme ça, pour lui ça marcherait de la même façon. Et que peut-être que lui, pour qu'il m'entende à son tour, il faudrait que j'écrive aussi. Et que peut-être que là où désormais il résidait, dans les nuages, entre deux étoiles, sur une étoile peut-être, il pourrait me lire et m'entendre. Et donc, très vite, à 10 ans, j'ai commencé à écrire des lettres qui lui étaient destinées à lui ou à des substituts de lui. Et très vite, je me suis persuadée que je ne pourrais jamais vivre sans ça. Et je me suis mise à penser en phrases, en descriptions. Et voilà. Et c'est plus qu'une passion, c'est une obsession, je pourrais pas vivre sans un livre qui va sortir, quoi. Alors justement, il y en a un qui n'est pas un roman, qui est vraiment absolument magnifique, que je vous conseille, qui s'appelle Le Bruit des clés. Alors Le Bruit des clés, là, il est effectivement sans phare ni maquillage, on rentre dans le vif du sujet. Dans d'ailleurs l'événement traumatique, puisqu'on peut parler comme ça, nous avons en commun la psychanalyse, on peut le dire. Peut-être d'ailleurs a-t-elle contribué à t'aider à écrire, à choisir cette voie-là. Ça m'a frappé aussi, j'ai été amusée ou étonnée du sujet de thèse que tu avais pris en maîtrise de lettres, qui était effectivement l'échec d'une vie. De l'échec d'une vie à la création littéraire chez une femme anglaise qui s'appelait Jean Rhys. Et ma mère, qui m'avait beaucoup soutenue, m'a dit « Mais tu sais, ma chérie, elle a aussi raté ses livres. » Alors, après, faut y aller, hein. Faut ramer. Mais ce petit livre, Le Bruit des clés, vient de la proposition d'une éditrice. C'est une collection qui s'appelle Les Affranchis. La proposition, c'est « Vous n'avez plus qu'une lettre à écrire, écrivez-la. » C'est la dernière lettre. C'est votre dernière lettre. Et je lisais une de ces lettres de cette collection, écrite par Annie Ernaux, que j'aime beaucoup. Et puis je me suis lancée, je me suis dit, bah voilà, je vais tenter ma chance. J'ai appelé l'éditrice qui m'a dit, non, on est complet. Tout le monde veut participer à cette collection, tout le monde veut écrire sa lettre. Et je lui ai dit, on va faire un truc. Laissez-moi écrire ma lettre, sans contrat, sans avaloir, sans rien. Si ça vous plaît, vous la publiez. Si ça vous plaît pas, et ben, je la range dans mes tiroirs. Et j'ai écrit cette lettre en 6 jours, comme dans un seul souffle. Et je lui ai envoyé, et elle a aimé, la voici. Et c'est un texte qui a touché beaucoup de gens, puisque c'est un texte où je m'adresse à mon père, qui commence le jour où il meurt, jusqu'au moment où j'écris cette lettre, en 2011. Je lui explique tout ce qu'il n'a pas vécu, mais tout ce que moi, sans lui, j'ai dû vivre et j'ai pu vivre. Et c'est un livre dit comme ça qui donne pas envie. Je vends très mal ma soupe, mais c'est un livre qui a fait écho à beaucoup d'histoires de beaucoup de gens. Je reçois encore des lettres, des mails pour me remercier d'avoir réussi à mettre des mots sur ce deuil si compliqué. Un petit extrait. Je voulais un lundi comme les autres lundis et comme les autres enfants, pas un lundi avec un mort dans mon cartable. Ça, c'est le style. Oui, ça, c'est toi. Oui, c'est moi. Moi, j'aime écrire sans gras, j'aime écrire à l'os. J'aime
pas les descriptions qui n'en finissent pas. Je peux passer des journées à trouver le mot juste et à me demander si, en déplaçant la virgule, ça sonnera pas mieux. Alors c'est un peu fastidieux, mais voilà, c'est ma passion. Alors le bruit des clés, pourquoi maman est rentrée seule à la maison ce jour-là. Vous étiez partis tous les deux, un seul trousseau de clés jeté sur le meuble de l'entrée. Tu étais mort, voilà. Mort jusqu'à quand, maman? Et on pourra garder le chien? Pourquoi tu pleures, maman? Je peux quand même aller jouer chez Caroline? Oui, en fait, j'ai essayé de dire, d'écrire tout ce qui vient à l'esprit d'un enfant, de moi en l'occurrence, quand on apprend ce qui va briser, non pas une vie, mais des vies, puisque la vie de ma mère a évidemment été absolument brisée quand elle n'avait que 35 ans. Ils étaient mariés depuis 10 ans tout juste. Lui avait 51 ans. Ma vie à moi n'a pas été brisée puisque j'ai pu la reconstruire. Je me suis mariée, j'ai fait des enfants. Et puis la vie d'Albert Uderzo, je pense à lui, le célèbre co-créateur d'Astérix, et la vie de tous les co-créateurs avec lesquels il a créé ses personnages, que ce soit Isnogoud, Lucky Luke, le petit Nicolas. La mort de mon père, et ça c'est assez rare, a brisé des vies. Et avec ce livre, j'ai essayé de dire à ces vies brisées, on peut continuer. Et d'ailleurs, Albert Uderzo m'avait appelé pour me dire à quel point la description que je fais de lui dans ce livre, simplement en le nommant Albert, était juste. Je dis qu'il pleurait avec des larmes sèches, c'est-à-dire le vrai désespoir, le désespoir profond. Mais de ce chaos, on est sorti. Je suis sortie grâce à l'écriture. Albert a continué Astérix, Maurice a continué Lucky Luke, puisque ce qu'il y a d'assez extraordinaire et atypique dans mon histoire et formidable, c'est que de toute son œuvre, mon père est le seul mort. Toute l'œuvre de mon père a ceci de très particulier, c'est qu'il n'y a aucun mort dans ses personnages. Quand les Dalton sont arrêtés, ils ne sont pas condamnés à mort, on leur met des plumes et du goudron et on les renvoie au pénitencier. Quand un Gaulois donne des baffes à un Romain, il lui donne une baffe, mais le Romain s'en remet. Il n'y a jamais de mort dans ces histoires, il n'y a jamais de fin. Comme si mon père n'avait jamais voulu écrire le mot fin. Et les co-auteurs de mon père ont continué son œuvre. Et ça, c'est très magique pour moi de continuer à voir paraître des albums avec le nom de mon père. René Goscinny et Albert Uderzo présentent une nouvelle aventure d'Astérix. Ça me fait toujours évidemment un coup au cœur, puisque mon père ne peut plus écrire. Enfin, il ne peut plus écrire comme on pense comme on écrit nous. Je pense qu'il écrit autrement, mais ça, c'est ma vision des choses. Et voilà, c'est toujours très, très émouvant. Alors, je lis un extrait. Donc, ce livre, d'ailleurs, a été lu, accompagné par De Marquette, le célèbre violoniste. C'est un violoncelliste. Violoncelliste, c'est un livre que tu as présenté à Avignon. Oui, on en a fait un spectacle. Moi, je lis ce texte et Henri De Marquette interrompt le texte de morceaux de violoncelle en donnant à chaque personnage une voix avec du Ravel, du Bach, du Debussy. Enfin, on a fait un spectacle qui dure 1h15 et pareil, je suis toujours très étonnée que les gens viennent. Alors, je pense que les gens venaient pour Henri De Marquette et puis finalement, ils étaient très surpris par le texte et ça a été des moments très, très beaux d'entendre mes mots avec un écho de violoncelle, et le violoncelle est la voix la plus humaine des voix finalement. Alors je lis un extrait qui concerne finalement le moment de bascule, puisque tout le monde ne le sait peut-être pas, la manière dont René Goscinny est mort. Ce que je ne savais pas, c'est que tu étais malade toi aussi, tu souffrais d'une angine de poitrine, périphrase presque enfantine pour signifier infarctus imminent. C'est ce test de l'effort qui t'a tué, un comble. Mourir d'un infarctus chez son cardiologue, quelle sortie en beauté pour un humoriste. Maman m'a raconté ta mort, raconté encore dans les moindres détails, sans égard pour mon enfance massacrée. D'ailleurs, que sais-tu de ta mort? Tu es parti ce matin-là faire cet examen, tu es parti et tu m'as dit « à tout à l'heure, mon petit chat ». Oui, il fallait le vivre et puis après l'avoir vécu, j'ai eu l'impression qu'il fallait l'écrire
pour moins le vivre. Mais ça, c'est l'expérience sans doute de l'analyse. Quand on arrive à dire les choses, et Marie Cardinal l'a si bien dit et si bien écrit dans les mots pour le dire, quand on arrive à dire les choses, quand on arrive à les formuler, on souffre moins, elles nous atteignent moins. Alors, suit quand même une drôlerie qui est tout à fait toi. Donc, le jour de mes 18 ans, plus tard donc, je suis allée voir le cardiologue. J'avais pris rendez-vous sous le nom de jeune fille de maman. Nous étions en mai, il faisait chaud. J'avais pourtant mis un grand manteau bleu marine qui appartenait à maman. Ce manteau avait une particularité, les poches étaient immenses. J'ai poussé la porte de cette clinique chic du 17e arrondissement. Je me suis assise et j'ai attendu mon tour. Le médecin a ouvert la porte de son cabinet et m'a demandé de m'asseoir. À droite de son bureau, il y avait un vélo. Face à moi, cet homme devant lequel tu étais mort. Il m'a demandé « Que vous arrive-t-il, mademoiselle ?» Rien, j'ai répondu « Je voulais juste vous buter. » Me buter? Oui, si vous ne l'aviez pas engagé à continuer à pédaler, il serait vivant. Oui, j'ai fait ça. J'ai fait ça pas comme une farce, comme quelque chose que je mûrissais depuis 9 ans. J'ai fait ça le jour de mes 18 ans. Je suis effectivement allée trouver ce médecin, ce cardiologue chez lequel mon père était mort, puisqu'il faut quand même dire que mon père est mort d'une double erreur médicale. La première erreur médicale, c'est qu'on lui avait découvert une angine de poitrine, et ensuite il a fait un test de l'effort. Et le médecin a oublié de décommander le test d'effort après qu'on a découvert l'angine de poitrine. Donc lui, qui n'était pas médecin, forcément, ne savait pas qu'on pouvait pas faire de test d'effort pendant une angine de poitrine. Première erreur. Seconde erreur, et pas des moindres, il a décrit l'infarctus alors qu'il le vivait. Il a dit, c'est ma mère qui m'a raconté, elle était là dans la pièce, il a dit j'ai mal au bras, j'ai mal à la poitrine. Enfin, il a tout à fait clairement décrit l'infarctus. Et le médecin cardiologue, celui devant lequel je me suis trouvée 9 ans plus tard, lui a dit, écoutez, monsieur Goscinny, pédalez encore 15 secondes parce que j'ai plus de rendez-vous avant très longtemps. Et il a continué parce qu'il était bien élevé, qu'on était samedi et qu'il avait dérangé ce médecin un samedi. Et il est tombé mort devant ma mère. De ça, il faut se remettre, mais en fait, le plus compliqué, c'est pas vraiment ça. Le plus compliqué, c'est le chagrin de ma mère. Ça a été. Enfin, je veux pas que cette conversation dans ce lieu idyllique tourne à l'angoisse et au cauchemar. Mais c'est vrai que protéger ma mère après, si petite, alors que j'avais que 9 ans, ça a été long, ça a été difficile. Et puis, il est arrivé une chose assez. Si elle n'était pas dramatique, je dirais qu'elle est poétique. Mes parents ont vécu le même nombre de jours. C'est-à-dire que ma mère est morte à 51 ans aussi, d'un cancer, et comme si elle n'avait jamais voulu être plus vieille que lui, alors qu'ils avaient 17 ans d'écart. Ultime coquetterie. Et après, il faut trouver de quoi avoir envie de continuer à vivre, rencontrer l'homme de sa vie et faire les plus beaux enfants du monde. J'ai fait tout, j'ai coché toutes les cases après.